Bonjour à tous, je reçois une nouvelle fois Nicolas Marietan. Nico qui est préparateur physique pour les équipes de France de natation, pour la voile olympique, puis qui fait beaucoup de formation puisqu'il a une académie de formation de coach. C'est ça. Coach Athlète Academy. C'est ça. Academy. Merci d'être là, merci de Merci venir à toi. partager et de parler aujourd'hui d'échauffement. Ouais. Mais bon, comme on anglicise tout, on appelle ça Warm-up. le warm-up. J'aime bien le passer je dis juste ça très rapidement, j'aime bien passer du français à l'anglais sur le warm-up parce que en faisant ça, du coup, on s'autorise plein d'autres anglicismes comme le setup, par exemple. Ouais. Et du coup, voilà, c'est juste une petite introduction. Je trouve ça bien pratique. Ouais. Bah, c'est aussi la raison pour laquelle sur ma programmation, j'utilise assez souvent le terme anglais parce que des fois, je trouve que c'est plus clair, c'est plus directif que les termes français, même si évidemment la richesse de notre langue est absolument merveilleuse, mais c'est vrai que le côté anglophone de certains termes dans notre métier, on va dire que c'est simple et direct. Ouais. Ils ont beaucoup de mots. Ouais. Ils ont beaucoup de mots. Alors, le warm-up, donc c'est vrai qu'on a cette discussion assez récurrente entre collègues, la place de l'échauffement, elle est en train de reculer à tout point de vue. Ce sont les préparateurs physiques en sport co qui de plus en plus en ont la charge, alors que c'est quand même une phase de prise en main qui me paraît quand même hyper importante pour réussir une séance. Ils sont de plus en plus standardisés, la partie cardio écrase tout le reste. Heureusement pour nous, la mobilité arrive, poussée quand même très très fort par le CrossFit qui est toujours preneur de belles innovations et qui est bien en avant. Ouais. Mais n'empêche que ce warm-up, où en est-il aujourd'hui ? Bah pour moi, il tombe un peu en désuétude dans le sens où tu as plutôt l'impression que les coachs sont obnubilés par le corps de séance et par les performances qui sont attendues par rapport à ce corps de séance qu'ils ont prévu. Sauf que je trouve qu'on oublie une chose essentielle, c'est que l'entraînement comporte clairement 3 parties. Ton échauffement, ton corps de séance et le retour au calme. Et là-dessus, quand on parle d'échauffement, qui est quand même la base centrale pour lancer ton travail, aujourd'hui, on se retrouve avec une forme de lassitude, de simplicité, où on se dit va faire 10 minutes de rameur ou 10 minutes d'elliptique, de toute façon, ton corps va bien monter en température, et ensuite on peut attaquer. Et là-dessus, ça me pose un réel problème, parce qu'on part d'un autre côté sport santé, on parle de plus en plus du côté prévention des blessures, sauf qu'on ne met rien en place aujourd'hui concrètement dans les situations d'échauffement pour justement prévenir les blessures et optimiser du mieux que l'on peut la séance qui est attendue. Donc pour moi aujourd'hui, si tu veux, l'échauffement, c'est quelque chose qui se perd énormément et c'est bien malheureux. C'est bien dommage parce qu'on rate sa séance, selon moi, sur 2 aspects. Sur un aspect physique, puisqu'on n'amène pas le sportif à monter dans les tours progressivement et à passer de ce sas de décompression entre l'état normal de la vie de tous les jours à cet état d'activation optimale pour l'entraînement, mais aussi sur le plan pédagogique, puisqu'on loupe sa prise en main, ce qu'on appelait avant la prise en main du groupe, qui est un vrai acte d'animation. Et en la confiant à un tiers ou en la routinisant en disant va faire ça puis ça et puis tu reviens me voir quand tu as fini. Pour moi, on loupe cet acte pédagogique qu'est la prise en main. Ah mais clairement, l'acte pédagogique au départ, c'est se connecter avec son client, c'est se connecter avec son sportif. Et si tu perds ça dès le départ parce que tu considères que l'échauffement, de tout compte fait, c'est quelque chose qu'il peut faire tout seul de son côté, en gros, la relation de confiance que tu as mis dès le départ pour convaincre ton sportif d'être suivi par toi, et clairement de te payer des séances parce que tu es censé avoir des compétences, sauf qu'à ce moment-là, ça commence mal. Ça commence très mal. La confiance, clairement, tombe et on se dit, ça va nous amener à quoi ? Donc ça va nous amener effectivement à une séance qui, tout compte fait, est peut-être hors sujet,
Parce que si tu n'as pas installé dès le départ des situations d'échauffement qui sont corrélées à ton individu, qui reste pour moi quand même la priorité, et donc derrière à la séance qui est attendue, tu fais fausse route. Et ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on doit y retrouver dans un warm-up réussi? Alors pour moi aujourd'hui, à travers les échanges, les discussions, bien évidemment, comme tu le sais avec les collègues, et les avancées que l'on peut voir, comme tu dis, avec le CrossFit, qui nous apporte quand même des choses qui sont vraiment très intéressantes, mais aussi dans une conception un peu plus globale, les diverses écoles ou experts de notre métier. Pour moi aujourd'hui, un échauffement doit comporter plusieurs phases. La première phase qui prend de plus en plus de place, c'est tout ce qui est travail de soft tissue, donc tout le travail que l'on peut faire avec un rouleau, avec une balle. C'est pas très compliqué en soi, il faut juste à un moment donné prendre le temps de faire ce travail-là. 5 minutes, pas plus. 5 minutes de relâchement myofascial. Ouais, exactement. Et d'activation de la chaîne postérieure. Ouais, tout à fait. Sur les zones qui vont être travaillées durant la séance, même si on a cette vision de mouvement, on va penser… Revenir un peu analytique pour l'occasion. Pour relâcher justement au niveau des fascias. Et éventuellement aller chercher des zones qui sont un petit peu difficiles, parce qu'on sent qu'on a quelques contraintes qui peuvent nous empêcher d'être mobiles durant la séance. Après cela, puisqu'il y aura cet effet de relâchement, deuxième partie qui va être une recherche de flexibilité et donc de mobilité derrière. Donc, malgré tout le grand débat qui existe depuis 10-15 ans sur la place des étirements, qu'est-ce qu'on fait avant, pendant, après, quelle méthode, oui, il y a des choses qui fonctionnent, oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas trop. Je pense que néanmoins, la place du stretch dans la phase d'échauffement est importante, justement parce que ça va permettre de pouvoir aller dans cette recherche de mobilité. Et vu que la mobilité est le point central pour pouvoir agir avec efficacité lors de ton entraînement, travailler justement sur 2-3 exercices, pas plus, en situation de stretch, en mettant des zones de travail de 10 à 15 secondes, pas plus. Pas plus, on n'est pas sur du passif 20-30 secondes où on sait ce qui se passe. C'est comme tout, il y a stretching voilà. et stretching. Bien évidemment, on n'est pas dans la recherche de souplesse, on est juste dans un acte de préparation. Quand tu as fait ta mobilité derrière, tu t'es approprié le mouvement. Les mouvements sont bien évidemment étudiés par rapport à la séance que tu as prévue. Et ensuite, tu vas aller travailler donc, cette notion de contrôle moteur. Tu vas stabiliser un certain nombre de choses en activant justement les muscles de fixation, les muscles de stabilisation qui vont te permettre d'être hyper efficace sur le placement, le fameux setup, justement sur les gestes que tu as choisis. On peut imaginer une montée de gamme sur l'exercice spécifique de base que tu as choisi, bien évidemment, pour ton training. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas te retrouver, non pas avec un échauffement qui va durer 5 à 10 minutes en faisant de l'elliptique, mais tu vas te retrouver un échauffement qui va durer facilement 20 minutes. Une belle montée en température. L'AFC, par conséquence, va augmenter, bien évidemment. Résultat du compte, je pense qu'après ça, tu as vraiment une vision globale de ce que doit être un échauffement. Donc si je nous résume à ce stade, on aurait donc 4 phases. Ouais. Une première phase de relâchement myofascial, principalement par de l'automassage. Ouais. Une deuxième phase d'étirement, cadré, et pas visé de souplesse, mais véritablement de déverrouillage et de gain de mobilité à court terme et à moyen terme d'ailleurs. Une phase de mobilité et de réactivation dans le mouvement, de prise de contrôle motrice, et une phase de mise en tension des muscles profonds puis moteurs dans la posture et avec éventuellement une montée en charge si la séance s'y prête, si on est dans une séance de musculation. Et du coup, il n'y a pas d'elliptique. Non, il n'y a pas d'elliptique. C'est ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote qui était, si mes souvenirs sont bons, Coupe du Monde de foot, donc pas celle-ci, mais la précédente où l'Allemagne a gagné. Et je me rappelle d'une image du préparateur physique de l'équipe d'Allemagne qui, lors de son warm-up, avait justement sorti des élastiques. Et moi, je trouvais ça incroyable. Ouais. Des élastiques. Il faisait c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai vu ce match où on les voit faire
la prépa avec ça, je me rappelle surtout que les commentateurs avaient chambré. Ils s'étaient Ouais. moqués. Ouais, c'était dommage parce que je me suis dit, waouh, génial. Ouais. Alors, je ne suis pas spécialiste évidemment sur l'activité foot, Mais ça paraissait innovant. mais ça paraissait innovant et je me dis, génial, un préparateur physique, c'est l'équipe d'Allemagne, certes, mais enfin un préparateur physique qui sort des élastiques. Il aurait très bien pu sortir un Swiss Ball, il aurait très bien pu sortir des rouleaux, par exemple. Et là, j'ai trouvé ça absolument innovant et je me suis dit, génial, franchement génial. Et c'est bien dommage, comme tu le dis, qu'il y ait eu quelques chambrages juste derrière parce que je me suis dit, voilà. Quel manque de manque perception. perception des choses, peut-être un petit peu un manque de respect, mais encore une fois, on se dit, dommage parce que ces a priori-là fait que on perd du temps, on va se battre encore contre des gens qui sont conservateurs, qui vont rester ancrés sur certaines situations. Et pour moi, l'innovation aujourd'hui fait aussi partie de ce concept de mettre avant tout dans ton entraînement un échauffement bien mené, un échauffement de qualité, un échauffement où justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un échauffement où tu vas mettre une relation de confiance déjà avec toi-même, c'est-à-dire avec ton corps et avec ton client. Et on en revient au répertoire gestuel, à l'expertise du coach, à sa formation initiale et continue, qui le pousse sans cesse à avoir suffisamment d'outils pour agrémenter un tel échauffement. Parce qu'on se doute bien que si sur un épaulé jeté, on ne connaît aucun exercice semi-technique qui vont te permettre de mener et de dynamiser cet échauffement, on a vite fait le tour, effectivement. Si c'est épaulé force, départ du sol, le seul mouvement d'haltérophilie qu'on est capable éventuellement de vaguement expliquer, on est vite désarmé. On est très vite désarmé et en plus de ça, tu rentres dans un terrain glissant justement sur la prévention des blessures, encore une fois sur une notion d'apprentissage, tout compte fait qui se casse complètement la figure parce que tu rentres dans un jeu où tu veux mettre en avant une forme de compétence sur un répertoire gestuel, à savoir est-ce que toi déjà tu es pratiquant de ce répertoire gestuel, donc est-ce que tu es capable derrière dans ta pratique de pouvoir l'enseigner, ce qui est aussi un point central dans notre métier, tu le sais, mais aussi effectivement dans le cadre d'un warm-up bien mené avec justement cette approche éducative pour aller tout compte fait sur ton mouvement de base qui est la recherche centrale de ton entraînement, tu zappes plein d'étapes, résultat du compte, ce que tu peux rechercher en finalité ne marche pas et ne marchera pas, c'est sûr. Donc les indicateurs, évidemment, on arrête avec les cardiofréquences-mètres et les artifices technologiques. Là, on revient sur de l'artisanat, sur de l'expertise réelle, pas de la poudre aux yeux ou de l'écran de fumée. Et les repères, ce sont des repères techniques, d'amplitude articulaire, de plans et d'axes de mouvement. Et ce sont ces principes-là qui vont présider à la constitution de notre échauffement, si je comprends bien. Ouais, c'est ces principes-là. Et je pense même qu'on peut rajouter un troisième principe qui est l'échange. L'échange avec ton sportif, justement. C'est-à-dire que tu enseignes un échauffement. Tu lui apprends à faire un échauffement organisé. Il va trouver son autonomie. Il va comprendre après, derrière, la réflexion que tu as eue. Et par rapport à ce que tu vas pouvoir proposer sur toutes tes programmations, ensuite, il sera capable de pouvoir choisir à bon escient ce qui lui conviendra. Et ça ne peut fonctionner aussi, je pense, si tu as un feedback de la part de ton sportif à la fin de ton échauffement, avant d'attaquer ta séance, qui est « Comment tu te sens ? Est-ce que tu as des douleurs ?» On ne la pose pas, je pense, suffisamment cette question-là. Est-ce que tu as des douleurs ? Ça ne veut pas dire qu'on se met à la place d'un médecin ou d'un kiné, ce n'est pas du tout ça. Mais on sait très bien que la douleur n'est pas acceptable. Donc à un moment donné, si tu as justement ton sportif qui te dit « Ah oui, tiens, quand je fais ce mouvement-là, j'ai mal », il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que moi, je peux régler quelque chose à travers un éducatif ? Est-ce qu'il n'a pas fait suffisamment de rouleaux, pas suffisamment d'étirements ? Mais il faut clairement se poser la question. Est-ce que tu as une montée en température ? Est-ce que tu te sens libre dans tes mouvements ? Est-ce que tu sens que tu fais des mouvements avec aisance ?
Est-ce que tu te sens prêt à attaquer Ça, c'est la question finale. la séance? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et je pense qu'aujourd'hui, les repères aussi de sensations de la part de ton sportif sont cruciales avant d'attaquer ton entraînement. Ouais. Cette question-là, est-ce que tu es prêt? Je passe quand même beaucoup de temps dans les salles de musculation et de préparation physique. J'entends très peu de coachs la poser. Les gens qui nous écoutent doivent être en train de se la poser en ce moment même. Est-ce que tu es prêt? On chope le sportif à sa sortie d'échauffement et on lui pose la question. Il répond. Ouais. Ah ouais. Ouais, non. Est-ce que tu es prêt? Ah ouais. Ah ouais, exactement ça, attends, ouais. il faut que je m'étire encore un peu. Ah, C'est maintenant tu es exactement prêt? ça. Alors on y va. Ah ouais. Et du coup, les questions, on peut essayer de lister les questions si tu veux bien. Faisons un petit exercice tous les deux. On essaie de lister les questions qu'il faut qu'on se pose sur notre propre séance, sur le contenu de séance, pour déterminer ce qu'on va mettre dans notre échauffement. La première question que je me poserais, c'est est-ce qu'il va y avoir de la triple extension ou de la triple flexion dans la séance? Que ce soit une séance de prépa physique ou technique. Ouais. Ça, c'est une première question. Si la réponse est oui, alors on va mettre en place tel exercice. Est-ce qu'il va y avoir des sauts et des atterrissages? Est-ce qu'il va y avoir des impacts au sol dans la séance? Oui, non. Pareil, il faut préparer ça. Ouais. Évidemment, on ne prépare pas pareil une séance de squat simple qu'une séance de squat jump ou de multibond. Est-ce que dans la séance, il va y avoir des rotations? Ouais. Est-ce qu'on va devoir activer les chaînes fonctionnelles durant l'échauffement ou pas? Qu'est-ce que tu as d'autre chose? Moi, je me poserais comme question, est-ce que les mouvements sont difficiles techniquement ou pas? Est-ce que je peux m'autoriser... Est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentissage ou non, tu veux dire? Est-ce que je peux m'autoriser à varier le mouvement par rapport à ce qu'il a fait précédemment? C'est la raison pour laquelle je conserve mes entraînements. Je refais un check, je note et je me pose cette question-là. Est-ce qu'il est prêt, encore une fois, à faire cette évolution en termes de mouvement? Est-ce qu'il est apte à pouvoir travailler avec une charge supplémentaire ou à une vitesse plus importante? Est-ce qu'il serait capable de faire une récupération avec 30 secondes en moins? L'individu en soi, comment est-ce qu'il est en ce moment? Encore une fois, est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'il a des restrictions? Est-ce qu'il a des déficits musculaires? Est-ce qu'on a encore besoin de travailler? Moi, je prends en considération toujours, si tu veux, que l'échauffement est directement dirigé par rapport à l'individu et ses difficultés. C'est là où je vais commencer ma réflexion sur la construction de l'échauffement. Donc du coup, ça implique d'autres questions, effectivement, si je continue mon exercice. Quel est l'historique de blessure? Quelles sont les fragilités? Quelles sont, à l'inverse, les forces qui peuvent elles-mêmes créer du déséquilibre? Et de manière un petit peu plus analytique, quelles sont les portions articulaires qui vont être vraiment exposées, vraiment mises en jeu dans la séance et auxquelles je dois vraiment préparer l'organisme? Et c'est là où justement tu te rends compte que la communication avec ton sportif, elle est vraiment au centre de la relation. C'est-à-dire que... Et elle ne passe pas par une appli. Ben non, l'application ne peut pas fonctionner. Pour moi, rien ne vaut aujourd'hui que le retour que va te faire ton sportif. Bien sûr. Et si tu retiens ce que t'a dit ton sportif, si tu essaies de comprendre comment il fonctionne, déjà comment il fonctionne d'un point de vue physiologique, mais aussi sans forcément rentrer dans la préparation mentale, bien évidemment, ce n'est pas mon métier, mais sur la façon dont il réfléchit, tu arrives à comprendre globalement comment il fonctionne et cet échange-là te permettra, je pense aujourd'hui, j'en suis quasiment certain, d'affiner ton échauffement. Ok, merci Nico, je pense que c'est très enrichissant. Encore une fois, si vous voulez approfondir ces problématiques-là, donc Nico fait de la formation toute l'année. Je crois que tu as un site web d'ailleurs. Ouais, j'ai un site web qui s'appelle athlete.fr. Là-dessus, vous avez donc le travail que je fais au quotidien, mais également les dates de formation que je propose. Donc, ce sont d'abord des formations liées à l'outil, donc cet apprentissage de l'outil. Donc, il y a des formations qui sont ciblées sur la barre olympique, avec 3 mouvements principaux que nous avons choisis, qui sont donc le soulevé de terre,
le squat et le military press. Ensuite, on a donc les formations qui sont dédiées à l'utilisation du kettlebell sur 2 niveaux, ce qui permettra derrière de pouvoir jeter les bases de travail pour celles et ceux qui veulent continuer l'aventure, et notamment l'aventure chez l'école Strong First, avec qui j'ai des liens très étroits. Et également une formation qui t'est chère, puisque tu as travaillé dessus, ce qui concerne la mobilité. Voilà. Bon, super. Vous pouvez aussi le suivre sur Instagram et Ouais. sur LinkedIn, évidemment. Très actif sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci Nico, à très bientôt. Merci à toi Aurélien.